L'homme a deux moyens de locomotion majeurs. La marche, celui que l'on utilise tous pour se déplacer au bureau, dans notre foyer et dans la rue sur le chemin pour prendre le tram, et le deuxième qui nous permet de le rattraper. Ce second élément nous permet d'aller plus vite, mais nous fait changer de posture et nous fatigue plus. Pourquoi ne pas simplement marcher rapidement ? Dans ce premier épisode de Comment qu'on se porte, voyons donc comment qu'on court. Les premiers hommes ont utilisé la course à pied pour pratiquer la chasse à l'épuisement. Nos ancêtres ont développé les capacités physiques pour forcer les animaux qu'ils chassaient à parcourir de nombreux kilomètres, utiliser toutes leurs ressources énergétiques et pouvoir les attaquer sans que ceux-ci ne puissent s'échapper. Les suivre en marchant n'aurait pas suffi vu que les proies les auraient bien trop devancés pour les garder à vue. Ainsi, nos ancêtres ont su développer leurs capacités physiques pour augmenter leur vitesse de déplacement tout en consommant moins d'énergie que leurs proies. C'est pour cela que la course à pied est l'un des deux modes de locomotion majeurs de l'homme avec sa petite sœur la marche. Pour la marche, beaucoup d'animaux savent l'utiliser, mais peu peuvent prétendre savoir courir sur leurs deux pattes, comme l'homme, les vélociraptors, les T-Rex, les autruches et les poulets. La course se distingue de la marche par la transition entre deux appuis unipodales, ou deux appuis avec un seul pied si vous préférez. Pour la marche, c'est deux appuis. Pour la course à pied, c'est une phase aérienne. Peu de différence, me direz-vous. Eh bien, l'approche biomécanique vulgaire va nous montrer une grosse ressemblance. La marche et la course sont relativement similaires sur le déroulement de l'action. Les deux peuvent se décrire visuellement par trois phases. La phase d'amortissement avec une action opposée au sens d'avance, la phase dite de support avec une action nulle dans l'axe antéro-postérieur ou l'axe avant-arrière, et la phase de propulsion avec une action dans le sens d'avance. Bon, jusque-là, rien de bien différent, mais c'est après que tout s'éclaire. Si on regarde l'évolution de la force verticale lors d'un appui en nombre de fois le poids du corps, on peut voir une différence significative. Les courbes montrent une évolution différente de la charge, mais surtout de l'intensité. 1,5 fois le poids du corps pour la marche contre 2,8 pour la course. Pour être plus clair, c'est comme si on pesait plus lourd quand on courait, d'où le fait qu'on ait l'impression que l'on se fatigue plus. Donc marcher plus vite serait plus efficace. Mais en fait non. Pour comprendre pourquoi on ne marche pas instinctivement aussi vite que l'on court, il faut mettre en commun ce qu'il se passe pendant l'effort en termes mécaniques, énergétiques et physiologiques. Donc pour expliquer en détail les raisons de cette transition, je vais avoir besoin de ces formules cinématiques, de ce schéma complexe, et de décrire en détail les processus d'obtention de la force dans le muscle, donc je ne vais pas expliquer en détail les raisons de cette transition. Pour faire très simple, durant la marche, la jambe d'appui ne se plie presque pas, ce qui implique peu d'énergie élastique de la part des articulations. En contrepartie, le centre de gravité monte et descend au fur et à mesure de l'appui, tel un pendule inversé. L'énergie pour mouvoir le centre de gravité est donc possible qu'avec l'énergie de contraction du muscle. Pour la course, c'est différent. La flexion de jambe lors de la phase d'amortissement permet aux tendons et autres éléments potentiellement élastiques du muscle de s'étirer et emmagasiner de l'énergie élastique. Énergie qui est ensuite relâchée durant la phase de propulsion avec de l'énergie issue de la contraction du muscle. L'énergie élastique n'a pas de coût métabolique. En fait, c'est nos tendons qui font office de gros ressorts. En revanche, l'énergie contractile, elle, est beaucoup plus dépensière, mais par contre nécessaire à tout mouvement. Cette courbe nous montre la consommation d'oxygène qui représente la consommation énergétique en fonction de la vitesse. On peut voir que la marche, à partir d'une certaine vitesse, devient moins économique que la course, et que celle-ci reste économique pour des vitesses bien plus grandes. Cette transition se fait naturellement, vous n'avez pas besoin d'y penser. Si jamais on vous met sur un tapis roulant et que la vitesse augmente au fur et à mesure, votre corps décidera de lui-même à quel moment vous devez courir pour que ça devienne plus économique de courir plutôt que de marcher. Pourtant, le mouvement de course ne sert pas qu'à aller légèrement plus vite que la marche. On peut aller à des vitesses beaucoup plus grandes, comme près de 45 km/h pour les plus rapides d'entre nous. Et ces vitesses insensées, chacun de nous dans notre âme d'enfant, nous avons cherché à les atteindre, à savoir à quelle vitesse je pouvais bien courir, lequel de moi ou de mes amis étions le plus rapide, et surtout comment faisait le gagnant pour être devant tout le monde. Et oui, très souvent,
la course à pied est la première introduction au sport et ses qualifications. Mais la course à pied est très certainement l'un des premiers sports. Comme dit au début, la course était avant tout un moyen de survie. Pourtant, nos ancêtres se sont quand même posé ces mêmes questions ludiques bien avant nous. Bien qu'il y ait des traces de tribulations physiques au Paléolithique ou plus tard en Égypte au XVe siècle avant Jésus-Christ, c'est au 8e siècle avant notre ère que ça envoie un peu plus du lourd. C'est en Grèce que les agones, premiers concours sportifs qui donneront lieu aux Jeux Olympiques, sont créés afin de prouver sa valeur face à de féroces adversaires lors d'épreuves hippiques de lutte, mais surtout la course à pied. Lors de ces Jeux, plusieurs courses de longueurs différentes, mais la course du stade reste la course reine, même que le nom du gagnant est donné aux Jeux de cette même année pour la postérité. Aujourd'hui encore, nous courons pour le jeu, pour le plaisir du dépassement de soi, et aussi pour ce qu'on appelle le sport. Et bien que cette action n'est plus utilisée dans la majeure partie de nos actions de tous les jours, elle reste quand même utile pour rattraper son tram. Merci d'avoir cherché à savoir comment qu'on courait. Si vous connaissez des personnes qui ne savent pas courir, ou des personnes qui savent courir, partagez-leur la vidéo, ça leur fera le plus grand bien. Également, n'hésitez pas à dire comment vous courez dans les commentaires dans la vie de tous les jours, pour rattraper un tram par exemple. Et également, si vous voulez savoir plus comment qu'on se porte, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, je vous souhaite une bonne course, et à la prochaine.